قلتي ما كنتش نسمع فيك التليفون كان ناقص ما شفتهش. C'est pas grave, c'est pas grave. Dis-moi si tu veux qu'on commence, parce que là, ils sont à 60, donc tu me dis si on commence ou pas. سي بون نبداو باسكو انونسيت لهم قلت لهم صاي جا بروف. Très bien, d'accord. Donc on commence. Le temps qu'il y a d'autres qui arrivent. Donc je disais bonsoir tout le monde. On va faire les 5 questions de professeur Hakim. Il y a des questions qu'on a vues le matin. Il y en a d'autres, de nouvelles questions qu'on n'a pas abordées le matin. Ou il y a d'autres questions sur lesquelles je ne vais pas trop insister. D'accord? Quand il y a des questions qui ne sont pas super importantes pour votre examen ni pour votre pratique de tous les jours, on va essayer d'aller rapidement. Très bien. Donc, il n'y a que Iman et Bouchra qui m'ont dit oui, monsieur, on vous entend. Le reste, on ne dirait pas, ils sont là. Pourtant, ils sont au nombre de 62. Bon, bref. Alors, voilà. Belhaj qui me dit oui, oui. Fatma, Marwa, très bien. Yasmine, très bien, super. Voilà, réagissez. Très, très bien. Donc, sans plus tarder, on va essayer de faire les 100 questions. Je vous ai dit, on insistera sur certains, on n'insistera pas sur d'autres. Très bien. Regardez la première question. Donnez les 2 phases de l'aura visuelle. Normalement, vous avez vu l'aura visuelle, si vous vous rappelez, dans la migraine. Comment vous avez décrit ça? Il y a l'aura visuelle qui caractérise la migraine ophtalmique. Vous vous rappelez du mot l'aura? Qu'est-ce qui se rappelle de l'aura? Quand est-ce que j'ai parlé de ça? Ah, il y a pour ceux qui ont une excellente mémoire. Ah, quand est-ce que j'ai parlé de l'aura? Jamais. Quand est-ce que vous avez entendu parler? Migraine, migraine, prodrome. Ah, qui c'est qui m'a mis attendez. L'introduction de cardio. Ghana. C'était pas prodrome dans l'introduction de cardio, c'était l'introduction du premier cours de sémiologie. Si vous partez et vous revoyez un peu mon cours de sémio, j'ai parlé d'aura. Apparemment, vous ne vous rappelez pas. Scotum, scintillon, très bien. Et anopsique ou aveugle. Très bien, super. Donc, on a vu l'aura. Regardez, vous avez la première phase, c'est la forme de scotum scintillant, ça a été dit par Maloua. Et vous avez le scotum aveugle ou scotum anopsique. Très bien, Maloua, elle a donné la réponse. Ça, c'est les 2 phases de l'aura dans la migraine ophtalmique. D'accord? C'est une question simple. Ce que je vous donne comme question ouverte, vous pouvez avoir ces questions ouvertes sous forme de QCM. D'accord? Voilà, le matin, on a parlé de Charles Bell. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Claude Bernard Horner. C'est une triade, c'est un trépied. Qui c'est qui connaît le Claude Bernard Horner? Ptosis, myosis, inophtalmie. Très bien. Très bien, Hajj, Ghana, super. C'est la triade ptosis, myosis, inophtalmie. C'est très bien. Donc, vous avez le ptosis, ptose, chute de la paupière supérieure. Vous avez une inophtalmie. C'est le contraire de l'exophtalmie. D'accord? L'exophtalmie, c'est un œil qui sort de l'orbite. D'accord? Par contre, l'inophtalmie, c'est le contraire. C'est un œil qui est enfoncé. Et vous avez le myosis, qui est diminution du diamètre de la pupille. La troisième question, comment définissez-vous la douleur au cours du cluster headache? C'est la gie vasculaire en salve. Comment est la douleur? Cluster headache. Brutal, très bien. Douleur unilatérale. Douleur toujours du même côté. Paroxystique. Mais il faut la décrire. Comment elle est? La douleur, comment vous la décrivez? Brûlure, broyement, très bien. Il y a brûlure, il y a broyement, il y a l'écrasement, toujours du même côté. Mais moi, je parle de la déchirement, très bien. Très, très bien, déchirement. C'est ça, c'est vraiment la description de cluster headache. C'est carrément une sensation, c'est une douleur qui est vive, c'est des brûlures, transpercement, on a l'impression que c'est une douleur transperçante. Déchirement, écrasement.
c'est les descriptions que donnent les malades. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on définit le. Et bien sûr, elle est toujours du même côté, souvent. Ça, c'est le cluster headache. C'est quoi on a parlé le matin de la zone de gâchette, si vous vous rappelez, ou bien le trigger zone. Comment vous la définissiez? C'est une douleur qui appartient à quel territoire ou bien à quelle paire crânienne? Quand est-ce qu'on parle de zone de gâchette ou bien trigger zone? Le nerf 5. La prochaine fois, écrivez 5 romains, s'il vous plaît. Voilà, grand V. Le trait jumeau, exact. C'est carrément une zone limitée appartenant au territoire de la zone douleur du trait jumeau. Très bien. On continue. Donnez 3 facteurs déclenchants de la névralgie essentielle du trait jumeau. Qu'est-ce qui peut déclencher? Ça, c'est facile. Qu'est-ce qui peut déclencher le. Vous avez fait ça avec le professeur Bouziani. Donc, dans les douleurs crânio-faciales, qu'est-ce qui peut déclencher une douleur? Mastication, très bien. Le rire, possible. Mastication, rire. La parole. Je retiens principalement parole, mastication. Il manque un troisième détail. Même la parole, le rire aussi, mais il y a autre chose. Toucher, c'est ça. C'est l'effleurement de la zone gâchette. Fatima, il faut le dire, effleurement de la zone gâchette. C'est mieux. Voilà, c'est vraiment toucher légèrement la zone gâchette, ça déclenche la douleur. Donc, c'est la parole, la mastication et l'effleurement de la zone gâchette. Très bien. Alors, que retrouvez-vous à l'examen neurologique au cours d'une névralgie essentielle chez les jumeaux? L'examen neurologique, comment il est? Normal. Très bien. Super. Il est normal l'examen. C'est la réponse qu'il fallait donner. Donnez 4 étiologies neurologiques de céphalée. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une céphalée? Neuro, hein? L'HIC, bon, c'est la première chose. Méningite possible. Qu'est-ce qu'il y a encore en plus de la méningite et l'HIC? Les AVC, les différents types d'AVC. D'accord? Dans les AVC, vous avez l'ischémique, vous avez l'hémorragique, sans oublier celui qui donne plus de douleur. Il y a aussi la thrombose véno-cérébrale. C'est considéré comme l'HTA, c'est ce qu'elle cause l'HTA. L'HTA en elle-même, ce n'est pas une étiologie de la douleur. Les sinusites, oui. Les thromboses véno-cérébrales, très bien. Les tumeurs, très bien. Les tumeurs aussi peuvent être à l'origine de l'HIC. Très bien. L'anémie. La polyglobulie, c'est l'hyperviscosité, les céphalées. Très, très bien. Barquette, excellent. Ortone, les arthrites, très bien. L'anémie, moi, je ne la prends pas en considération. L'anémie, beaucoup plus les vertiges, malaises, très rarement céphalée. Polyglobulie, parce que ça peut thromboser, la polyglobulie, que ce soit polyglobulie primaire ou secondaire. Maladie de Vaquez ou polyglobulie secondaire à une insuffisance cardiaque, aux gens qui habitent les hauteurs, etc. Très bien, bravo. Donc, l'hypertension intracrânienne, les méningites, céphalée post-traumatique, hémorragie méningée, les AVC, thrombose véno-cérébrale, les tumeurs cérébrales, maladie d'Orton, je la retiendrai, parce que ça donne des céphalées, et la polyglobulie, parce qu'elle peut se compliquer, d'accord? D'ailleurs, c'est un signe, dans la polyglobulie, ce que vous avez ce qu'on a, les traumatismes, bien sûr. La polyglobulie, vous avez ce qu'on appelle le syndrome d'hyperviscosité. Le sang devient très visqueux, d'accord? Et ça, parmi les signes, il y a les céphalées. Vasodilatation. Enfin, vasodilatation, oui. Mais c'est principalement, moi je prendrai arthrite d'Orton et je prendrai polyglobulie volontiers. Très bien. Sinusite aussi. C'est vrai qu'on ne la cite pas, mais ça peut donner des céphalées. D'accord? Surtout les sinusites frontales. Très bien. Alors, la question suivante, précisez l'examen neurologique au cours d'une névralgie symptomatique du 5. Comment il est? L'examen neuro, quand vous avez une névralgie du 5.
Très bien. Hypoesthésie du 5, très très bien. Le 5, comment il est, la paire crânienne 5? Elle est sensitive, Bark? Hyperpathie mixte, très bien. Et donc, même une atteinte moteur. Super. C'est sensitif au moteur. Et qu'est-ce qu'il y a encore quand vous avez une atteinte du 5, le 5 moteur? Bravo. Barkat, c'est bien. Il manque un détail. Le réflexe cornéen, comment il est quand vous avez une névralgie du 5? Aboli, bravo. Très bien. Donc, le réflexe cornéen, on l'a vu le matin pour examiner un patient dans le coma. D'accord? Mais aussi, il est aboli quand il y a une atteinte du trait jumeau. Bravo. Voilà. Donc, hyposthésie du 5, abolition du réflexe cornéen et atteinte du 5 moteur. Alors, là, la question 9, au cours de la névralgie symptomatique du trait jumeau, précisez les caractéristiques suivantes. Le terrain, ça c'est important. Pourquoi cette question est intéressante? Parce que là, quand vous avez affaire à un cas clinique, c'est ces détails que vous devriez souligner. Est-ce qu'il y a un terrain particulier? Le siège, les signes négatifs, l'évolution, le caractère. Est-ce que l'installation elle est aiguë, subaiguë, chronique? Et l'évolution au cours du sommeil. Comment ça évolue? Alors, pour chaque détail, pour chaque élément. Le terrain, est-ce qu'il y a un terrain particulier pour la névralgie symptomatique du trait jumeau? N'importe quelle branche? Non, tout âge? Très bien. Il n'y a pas un âge particulier. Ça, c'est très bien. Le siège, par rapport aux branches du trait jumeau? Maxillaire supérieur, uniquement. Vous êtes sûr? Facial, oculaire, principalement, parfois l'inférieur. Vous voyez, parfois l'inférieur, toutes les branches, très bien, Hadi. C'est n'importe quelle branche. Exact. Donc, ça peut être la supérieure. Et les signes négatifs, c'est vrai que c'est rare, mais ça peut toucher n'importe quelle branche. Qu'est-ce qu'on veut dire par les signes négatifs? C'est-à-dire quand vous avez l'atteinte du trait jumeau, vous avez des signes qui ne sont pas présents, que vous devriez rechercher à l'examen clinique. Non très bien. C'est-à-dire, le fait de dormir ou pas, il y a toujours la douleur, elle est là. D'accord? Contrairement à la migraine, si vous vous rappelez, on s'est dit, les gens, quand ils prennent un petit seum, ça va rentrer dans l'ordre. Et par rapport à l'installation, est-ce qu'elle est aiguë, subaiguë? Il n'y a pas de zone gâchette, exact. Et l'installation, elle est chronique. Bravo. C'est très bien. Donc voilà, vous avez répondu à toutes les questions. Le terrain, c'est à tout âge. N'importe quelle branche du nerf 5. Absence de zone de gâchette et algée non extensive. L'évolution accès douloureux sur fond douloureux permanent. C'est pour ça que le sommeil ne fait rien. Donc, ne respecte pas le sommeil. Et bien sûr, l'installation, elle est chronique. Alors, là, c'est bon, ça, c'est pas une question, c'est un rappel. Je vais pas trop vous embêter avec ça, mais ça, c'est les paires crâniennes, d'accord? Donc, je vais pas trop vous embêter avec ça. Normalement, vous avez appris vos paires crâniennes de 1 à 12. Donc, voilà, je vous donne carrément les 12 paires crâniennes. Normalement, vous êtes censé les avoir en tête. Alors, la question 11. Quelles anomalies sont observées lors de la paralysie du 3? La paire crânienne 3. Qu'est-ce que vous pouvez observer quand vous avez une atteinte du 3? Sahito. Le ptosis en premier. C'est très bien. Ptosis, tout le monde qui me dit ptosis. Médrias, très bien. Rajoutez autre chose. Médrias, ptosis, oui. Strabisme, divergence, super.
Vous avez le strabisme, le ptosis, l'amydriase A-réactive. Ces trois paramètres sont très, très importants. D'accord? Il faut les citer à chaque fois. Mais vous pouvez avoir aussi l'abolition du réflexe cornéen. Très bien. Malek, Mtiji, c'est très bien. Vous avez l'abolition du réflexe cornéen, vous avez l'abolition du réflexe d'accommodation. D'accord? Voilà la thème du 3, qu'est-ce qu'elle peut donner? Vous pouvez avoir ça sous forme de QCM. D'accord? Très bien. Alors, on a vu le matin, je ne vais pas trop me retarder sur ça. On a vu en détail le signe de Charles-Bell, principalement chez le patient dans le coma. Donc, je ne vais pas trop insister. Donc, c'est l'impossibilité d'occlure de fermer l'œil, donc muscle orbiculaire des paupières. Et la valeur, c'est carrément une paralysie faciale périphérique. Ça, on l'a vu le matin. Alors, donner deux caractéristiques d'une paralysie faciale centrale. Si on veut parler de la paralysie faciale centrale, comment elle est? Absence de signe de ça c'est clair, très bien. Parce qu'elle respecte le territoire, elle touche le territoire inférieur et elle respecte le territoire supérieur. Bravo. Ça, c'est important. Et comment souvent, elle est associée à quoi? Parce qu'on parle de centrale, à une hémiplégie. C'est très bien, Malek. À une hémiplégie. Voilà. Donc, respecte le territoire supérieur. Elle touche principalement, enfin, elle touche le territoire inférieur. Il n'y a pas de signe de Charles-Bell et elle est associée souvent à une hémiplégie. Comment s'exprime l'atteinte du Wirsberg? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, lors d'une paralysie faciale. Je ne sais pas si vous en parlez de ça. L'atteinte de Wirsberg. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous en parlez de ça? Atteinte du 5 sensitif. Diminution de la sécrétion salivaire. Diminution de la sécrétion salivaire et nasale. Au niveau c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a un tarissement des sécrétions lacrymales et salivaires. Ça, c'est vrai. Voilà, mais chez gustation. Non, on parle d'agueusie. C'est pas gustation, c'est l'agueusie. C'est la perte du goût. C'est une agueusie des 2/3 antérieurs de la langue. Très bien. Gardez le mot sémiologique, c'est agueusie. D'accord? Ne pas sentir, c'est une anosmie. Et ici, vous avez une agueusie des 2/3. Très bien. Donc, Vrisberg, ça associe agueusie des 2/3 antérieurs de la langue, époesthésie de la zone de Ramsay-Hunt, c'est le pavillon oreille et conduit auditif. Ils appellent ça la zone de Ramsay-Hunt. Et vous avez le tarissement des sécrétions lacrymales et salivaires. Maintenant, on a vraiment, c'est très, très diminué. Est-ce que ça va avec ça? Retenez-le, c'est bien pour votre pratique. Très bien. Alors, la question suivante, on a les données 4 instruments. Bon, ça aussi, je ne vais pas vous embêter. Ça, c'est quand on vous a fait l'introduction à l'examen neurologique et votre trousse, qu'est-ce qu'elle doit comporter. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Vous avez les 13 points à garder en tête, le marqueur réflexe, le diapason, l'angle de poche, l'aiguille, coton hydrophile, les deux tubes chaud et froid, l'appareil tension, ophtalmoscope, surtout pour chercher des signes d'HIC, abaisse-langue, sucre, sel pour la gustation, parfum pour l'odorat et objet pour test de reconnaissance, clé, crayon, ça c'est dans la gnosie. Et vous avez la pointe mousse principalement pour chercher le Babinski au niveau plantaire. Normalement, ça c'est acquis. Donnez les 4 situations d'hypotonie musculaire. Ça, normalement, vous devriez me répondre sur ça. C'est moi qui vous avez le cours. Et quelles sont les situations là où vous avez une hypotonie? Très bien, c'est dans le cérébellum. On a parlé du tonus. Lésion pyramidale aiguë, hémibalisme. Bravo, Belhadj. Corée et hémibalisme, il faut les citer dans l'extra-pyramidal. Très bien. La chorée et l'hémibalisme, c'est ça. Je ne pensais pas que vous allez parler de chorée et l'hémibalisme. D'ailleurs, c'est particulièrement dans l'extra-pyramidal. Vous avez la chorée et l'hémibalisme, vous avez l'hypotonie, contrairement à la tétose et la dystonie. Et bien sûr, le syndrome extra-pyramidal, le parkinsonien. Très bien. Là, vous avez une rigidité plutôt.
Donc, vous avez l'atteinte térébelleuse, stade initial des lésions centrales pyramidales, lésions centrales gravissime et l'atteinte périphérique. Mais c'est bien de citer Corée, hémibalisme, tout ça, c'est excellent. Alors, comment définissez-vous un clonus? On a vu le clonus, c'est pour rappeler un clonus. On a vu d'ailleurs 2 types de clonus, si vous vous rappelez. Et un des 2 clonus, je vous ai montré en vidéo. Normalement, vous n'avez pas oublié. Sahit, le pied en pédale, ça va pédaler, 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 parce qu'on a fait quand même, on a étiré le tendon musculaire et rotulien. Bravo. C'est les 2 localisations les plus fréquentes. D'accord? Donc, on définit par une série ininterrompue signe de glaçon. Retenez principalement, dans quelle situation signe de glaçon, Belhaj? Le glaçon, on l'a vu dans la myasthénie. Arthritis. Myasthénie, oui. Le glaçon, oui. Mais moi, je parle de clonus. Non, le choc rotulien, c'est autre chose, Khadija. Le choc rotulien, c'est quand vous avez une hémarthrose, une arthrite, un épanchement articulaire. C'est le choc rotulien. Ce n'est pas un choc. Le clonus, c'est une rotule qui va monter vers le haut et vers le bas. Hyperréflexie. Exact. Exact, Hadi. C'est une hyperréflexie. Donc, série ininterrompue de contractions rythmiques d'un muscle provoqué par l'étirement d'un tendon. C'est ça le clonus. Et comment il se manifeste? Donc, vous avez, d'ailleurs, on a vu dans la tête pyramidale, vous avez l'hyperréflexie osseo-tendineuse. Voilà. Et où recherchez-vous ça? On a vu le clonus rotulien et le clonus au niveau du pied. Très bien. C'est très bien. Alors, données de situations où le réflexe cornéen est aboli. On a cité déjà 2 jusque-là. Donc, quand est-ce que vous avez un réflexe cornéen atteint, aboli? Atteinte du facial, très bien. Atteinte du 5. Coma profond, bravo. Le 3, donc, la paralysie du 3, l'atteinte du 3. On vient juste de le dire. Alors, donc, le réflexe est atteint, enfin, coma, algie faciale vasculaire. Donc, vous avez principalement le coma profond, l'atteinte du 5, la branche ophtalmique, et vous avez l'atteinte du 7 aussi. Alors, lésion du trait jumeau, lésion afférente trait jumeau, faciale, très bien, très très bien. Alors, comment appréciez-vous la sensibilité profonde? On a vu la sensibilité profonde le matin. Comment appréciez-vous la sensibilité profonde? Comment vous la mettiez en évidence? Et vous allez dire qu'il y a une atteinte de la sensibilité profonde. Diapason, on appelle ça comment? Moi, je dis diapason. La sensibilité vibratoire au diapason. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Station debout, les yeux fermés. Syndrome Berg. Pourquoi le syndrome Berg? Je ne parle pas d'un syndrome, c'est pas ça. C'est la segmentaire, exact. C'est le sens des positions segmentaires. On dit très bien, Malek. C'est pas le Romberg ici. Hein. Et la stéréognosie. Très bien, bravo. Donc, stéréognosie, sens des positions et la sensibilité vibratoire au diapason. C'est ça les réponses. Donc, sensibilité vibratoire au diapason, sens des positions segmentaires et sens stéréognosique. Faites attention, ne parlez pas de Romberg ici. Siham, tu m'entends? Ne parle pas de Romberg ici. Le Romberg, tu es carrément dans le c'est quoi la différence? Comment ça, c'est quoi la différence? Le Romberg, c'est carrément une inclinaison d'un côté atteint, labyrinthique atteint. C'est ça le Romberg. Et qui peut s'aggraver avec l'occlusion des yeux, la fermeture des yeux. C'est pas, ça n'a pas, je veux dire, ça n'a pas vraiment une relation avec la sensibilité profonde. Est-ce que ça va, c'est oui, mais c'est une atteinte de la sensibilité proprioceptive. Oui, mais à ne pas citer. C'est pas comme ça que tu vas mettre en évidence quand tu dis syndrome de Romberg, etc. Tu fais beaucoup plus allusion au syndrome vestibulaire. Donc, il ne faut pas confondre les deux.
Quand on parle de sensibilité profonde, c'est la couronne postérieure qui est atteinte, c'est la sensibilité vibratoire du diapason, position segmentaire et stéréognosie. Même si on vous donne que c'est elle, c'est comme ça que vous devriez répondre. Très bien, d'accord. Alors, question 22. Sur quelle triade clinique fonctionnelle évoquez-vous un syndrome de... On a vu ça le matin. Il y a certains qui m'ont parlé de photophobie. C'était pas faux. Et j'ai parlé de constipation en plus des deux autres signes qui sont très... c'est la rigidité, c'est la céphalée et les vomissements faciles longés. D'accord? Donnez 3 signes physiques mettant en évidence un syndrome méningé. Ça, c'est simple. On les a vus le matin, signe de Körnig et la raideur de la nuque. Il reste un troisième signe qui m'a le Köring, le Körnig, le Brudzinski. Voilà. C'est les 3 signes, c'est les 3 marqueurs de la rigidité ou bien du syndrome méningé. Alors, quelles précautions prenez-vous avant de pratiquer une pompe? Bon, ça, c'est tout le monde qui connaît, j'en suis sûr. Arrivé à ce stade, c'est tout le monde qui doit faire un fond d'œil. Voilà. Je sais que vous avez la réponse et on a parlé le matin, le risque de l'hypertension artérielle, l'hypertension intracrânienne et le risque d'engagement amygdalien, des amygdales cérébelleuses, d'accord? À travers le trou occipital et qui peut causer la mort du patient. Donc, j'ai dit le fond d'œil. Si vous pouvez faire le scanner, même le scanner, il peut vous parler d'HIC. Alors, quelles sont les 2 affections à évoquer en priorité devant un syndrome méningé? Bon, on les a vus le matin. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Et sur quels arguments? Voilà. Par contre, je sais que vous avez les 2 affections. On a vu soit infectieuse, soit l'hémorragie méningée. Ça, je le sais. Vous le savez aussi. Mais sur quels arguments repose telle ou telle hypothèse? Maintenant, dans un cas clinique, fébrile, très bien. La fièvre, 1 point. Très bien pour tout ce qui est infectieux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les signes neurologiques, c'est-à-dire l'HTA, très bien. On pense beaucoup plus à l'hémorragique. C'est très bien. Donc, il faut, devant un syndrome méningé, il faut contextualiser l'état de votre patient pour essayer de penser est-ce qu'il s'agit d'une infection ou bien d'une hémorragie méningée. Regardez, vous avez méningite infectieuse ou hémorragique, mais l'hypothèse repose principalement sur est-ce qu'il y a une fièvre, est-ce qu'il y a une hypertension, le mode d'installation il est fulgurant dans l'hémorragique, le contexte épidémiologique, parce que là, si on pense à l'infection, surtout les méningococcémies, méningite à méningocoque. Et l'âge de survenue, si vous avez des enfants, pensez beaucoup plus à la méningite. D'accord? Donc, le contexte, l'hypothèse diagnostique dépend du contexte clinique. Dommage si on avait à vous donner un cas clinique, c'est comme ça que vous devriez réfléchir. Au cours d'une paralysie centrale, dans quelles circonstances retrouvez-vous ces signes? Quand vous avez une paralysie centrale. Alors, l'amyotrophie, troubles sphinctériens, aphasie et épilepsie. À quel niveau? Topographique. Cortical, je le fais en cortical. L'épilepsie, très bien. L'épilepsie, c'est cortical. Parce que c'est des zones qui déchargent, c'est cortical. Très bien. Aphasie, une atteinte corticale, oui, mais c'est carrément l'aphasie, vous avez trouvé, c'est toujours cortical, atteinte de l'hémisphère dominant. On a vu le matin l'aphasie de l'atteinte droite, d'accord? C'est principalement l'hémisphère dominant. Et pour les troubles sphinctériens, flasque, coma, c'est l'atteinte de quoi les troubles sphinctériens? Paraplégie. Et paraplégie, wesh, c'est l'atteinte de quoi? Pyramidal bilatéral. Très bien. On a vu le matin. L'amyotrophie, ça peut se voir dans le périphérique et c'est principalement l'immobilisation. C'est ça. On n'est pas vraiment dans le central. Ce qui peut causer très bien l'amyotrophie d'immobilisation, ce n'est pas en fait l'atteinte neurologique en elle-même, mais c'est le fait de ne pas bouger. C'est très bien, Wissam.
C'est très bien. Parce que si elle est centrale, c'est l'immobilisation. D'accord? Donc, l'amyotrophie, l'immobilisation prolongée. Trouble sphinctérien, c'est l'atteinte pyramidale bilatérale. On a vu le matin, les paraplégies, tétraplégie. L'aphasie, l'atteinte de l'hémisphère dominant. Et l'épilepsie, c'est carrément cortical. D'accord? Très bien. Alors, décrire l'atteinte motrice au cours d'une lésion située au niveau de la capsule interne. On a vu ça un peu le matin. Quand vous avez une atteinte de la capsule interne, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout le faisceau pyramidal passe par la capsule interne. Et donc, vous avez une hémiplégie qui est pure, c'est-à-dire qu'elle est totale. Hémiplégie contralatérale complète. Elle est complète, elle est pure, elle est totale et elle est proportionnelle. Bravo. Voilà. Donc, retenez totale, proportionnelle, complète, motrice pure. Très bien. Alors, comment différenciez-vous un syndrome? Voilà, ça c'est une question intéressante. Un syndrome de queue de cheval, parce que le queue de cheval, ce n'est pas la moelle, hein, faites attention. C'est l'atteinte radiculaire ou la pluriradiculaire d'un syndrome du cône terminal. Le Babinski, c'est bravo. C'est le signe le plus important. Très bien. D'ailleurs, j'ai insisté ça dans le cours, c'est vous rappeler. Et donc, cherchez un signe de Babinski qui est bilatéral dans la cône terminale. Alors, la 29e question. Quels sont les signes caractéristiques d'une paralysie par atteinte musculaire? On a vu que la paralysie, elle peut être centrale par l'atteinte pyramidale, périphérique et même par atteinte musculaire. Donc, les caractéristiques. Périphérique, on ne dit pas cône de cheval, on dit queue de cheval. C'est périphérique, et même. Et donc, c'est pluriradiculaire, ce n'est pas la cône. La cône terminale, c'est médulaire. D'accord? Et puis, vous avez l'atteinte de la cône médulaire, donc c'est carrément la moelle. C'est pour ça que vous avez un Babinski, une atteinte du syndrome ou du faisceau pyramidal. Alors, comment elle est caractéristique, la paralysie de la tête musculaire? Absence de fasciculation, très bien. Atrophie, pas de fasciculation. On ne parle pas d'amyotrophie. Il n'y a pas d'atrophie musculaire. On peut avoir une amyotrophie, parfois même une pseudo-hypertrophie. Les réflexes osseo-tendineux qui peuvent être conservés, c'est très bien. Absence de troubles sensitifs, bravo. C'est ça les caractéristiques que vous devriez retenir. Donc, prédominance au niveau de la racine des membres. Atrophie musculaire, c'est l'amyotrophie, pseudo-hypertrophie. Absence de troubles, justement, sensitifs. Les réflexes osseo-tendineux exacts, idiomusculaires. Très bien. Absence des troubles idiomusculaires. C'est très bien. Voilà. On passe à la question 30. Donner les caractéristiques des troubles moteurs au cours de la myasthénie. Ceux qui m'ont parlé de la myasthénie le matin, faites attention, vous pouvez avoir la question. Le ptosis, mais il a une particularité, le ptosis. On peut avoir une diplopie, mais c'est la fatigabilité. C'est ça le signe le plus important. C'est que le ptosis s'aggrave du matin au soir. D'accord? Si une atteinte de la présence de fasciculation régresse au repos, oui, c'est ça. Fatigabilité spécifique d'organes, c'est carrément neuromusculaire. C'est carrément la synapse, c'est neuromusculaire, d'accord? C'est pas c'est atteinte de cône terminal paraplégie. Pourquoi on revient à la cône terminale? La cône terminale, elle peut donner une paraplégie, oui. Amina, c'est ça ce que tu veux dire. C'est pour ça que tu as un Babinski bilatéral. La prostastigmine, très bien. La prostigmine, ça peut donner une réversibilité des lésions. C'est auto-immun. Bravo, Iman. Très bien. C'est très bien. Alors, fatigabilité à l'effort, c'est quoi la différence entre myasthénie et poliomyélite? Non, il y a une grande différence. La poliomyélite, c'est carrément une atteinte qui est irréversible avec une amyotrophie, une atrophie du membre et des troubles sensitifs. La myasthénie, non. La myasthénie, vous avez une régression complètement, et c'est une atteinte musculaire, l'autre, elle est radiculaire. C'est la corne antérieure de la moelle.
Barkat, il y a une grande différence entre les deux. La myasthénie, c'est les anticorps dirigés contre les récepteurs à l'acétylcholine. Par contre, la polymyélite, c'est carrément concerne le cordon exact de la moelle. Et souvent, c'est comme la polio par le virus, d'accord, qui va détruire le motoneurone et va donner une atrophie du membre qui va devenir grêle et petit. Est-ce que tu as compris, Burkat? Il y a une grande différence entre les deux. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et surtout, c'est dans la myasthénie qu'on a vu le signe du glaçon. Exact. C'est ça. J'ai parlé de signe du glaçon, Lina. Exact. Bravo. Donc, retenez très bien la myasthénie, c'est important. Donc, la fatigabilité s'exprime essentiellement sur certains muscles. Ça, vous avez principalement les diplopies, les ptosis, gêne déglutition et difficulté à la marche. D'accord? Mais la fatigabilité à l'effort, elle est très importante à signaler. D'accord? D'ailleurs, quand on vous donne un cas clinique, on vous dit que c'est un ptosis, parce que vous pouvez avoir le ptosis dans la tête du 3. Mais là, ils vous disent, le matin, il s'est réveillé, il était bien, et à midi, voire le soir, il voit son ptosis s'aggraver, s'installer et s'aggraver. Ça, c'est important. C'est le signe le plus important. Très bien. Alors, ça, normalement, c'est tout le monde qui a cette réponse. Quelle est la triade clinique caractéristique du syndrome parkinsonien? Les roh l'examen bla la triade hadi, c'est pas la peine de roh. Voilà. Donc, c'est tout le monde qui devrait avoir la triade parkinsonienne. Tremblement de repos, très bien, qui disparaît à l'action. Tremblement, akinésie, hypertonie. Très bien, plastique, c'est très bien. Voilà. Donc la triade, tremblement de repos, akinésie et l'hypertonie. C'est très bien. Par quelle manœuvre mettez-vous en évidence une adiadocinésie? On a vu la diadocinésie dans quelle situation? Si vous vous rappelez, le syndrome, on l'a vu ensemble. Très bien, cérébelleux. Marionnette, c'est très bien. Marionnette, tourner la main sur la cuisse, battre la mesure avec les pieds, tout ça, c'est les signes, c'est les manœuvres qui vont mettre en évidence la diadocinésie. Quelle est la triade caractéristique d'un syndrome cérébelleux? Même là, on l'a vu ensemble. Quand est-ce qu'on pense à un syndrome cérébelleux? Il y a une triade aussi qu'on a vu ensemble et que j'ai détaillé chacune d'elles. Chaque élément, je l'ai détaillé en donnant des précisions. Indépendance visuelle. Appelez la triade. Tremblement, très bien. Une incoordination, très bien. Et l'hypotonie. C'est ça les trois. L'incoordination, l'hypotonie et le tremblement. Voilà. C'est la triade à retenir et à détailler pour chacune. Comment est défini un nystagmus? C'est quoi un nystagmus? Qu'on a vu dans les vertiges, dans les oscillations du globe oculaire, trouble de la motilité. Mais comment il est? Principalement, très bien, des mouvements oculaires anormaux, horizontal ou vertical, qui est comment? Il a deux composantes, si vous vous rappelez. Je vous ai même montré une vidéo. Il a deux composantes, le nystagmus, principalement. Lente et rapide. Très bien. C'est très bien. Voilà. Donc, on définit un nystagmus par des associations involontaires rythmiques des globes oculaires avec deux composantes, lentes dans un sens et rapides dans l'autre. Ça, c'est important. D'accord? Il peut être vertical, horizontal, mais le plus souvent, il est horizontal. On a vu le vertical, je vous ai dit, c'est très rare et personnellement, je ne l'ai jamais vu. Dans le syndrome vestibulaire central, plus marqué. Exact. Exact. Lente dans le sens d'atteinte. Exact. C'est bien, Iman. C'est très bien. Donc, c'est ça. Donc, alors, la question 35, au cours d'une crise de tétanie, décrire les signes observés au niveau de la main, de la région périobuccale et au niveau du pied. Qu'est-ce que vous allez remarquer pour parler de crise de tétanie? Main d'accoucheur, c'est très bien. Carpe,
Très bien. Alors, au niveau du pied et au niveau de... Qu'est-ce que vous pouvez dire en péribuccal aussi? En flexion, c'est très bien. Flexion plantaire, c'est très bien. Attitude de mou, exact. C'est comme quelqu'un qui fait la tête, c'est la moue. Un laryngospasme, c'est extrêmement rare ça. Genre, on n'a pas vu de laryngospasme. Retenez, on ne voit pas de laryngospasme, hein. C'est un truc extrêmement rare, moi, j'ai pas vu. Donc retenez que au niveau de la main, vous avez la main d'accoucheur. Risque de laryngospasme ou complications, c'est très rare. C'est très rare, heureusement d'ailleurs. Pourquoi? Souvent, on trouve. Dans quelle situation vous avez une tétanie? Enfin, la plus fréquente des étiologies. L'hypocalcémie, c'est très bien. L'hypocalcémie, pas l'hypocalémie. L'alcalose, l'hypocalcémie, principalement l'hypocalcémie. Principalement l'hypocalcémie. Et voilà la réponse à cette question qui est la cause la plus fréquente d'une crise de tétanie et l'hypocalcémie. Quelle est la triade caractéristique d'un syndrome coordonal postérieur? On a vu le syndrome coordonal postérieur le matin. Et vous avez remarqué comme la médecine, c'est carrément des triades. Et on vient de le voir, hein, c'est principalement. Donc avant ça, c'est la triade qu'on a vue tout à l'heure. C'est carrément l'abolition de la sensibilité vibratoire au diapason, la segmentation et l'astéréognostie. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelle est l'étiologie évoquée au sein de... Bon, même ça, on l'a vu dans le cas clinique du matin. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un syndrome coordonal postérieur? C'est tout le monde qui avait la réponse. C'était une hypovitamineuse B12 ou bien une avitaminose B12. Déficit en B12. Voilà. Donnez deux exemples de perte de connaissances brèves. Bon, ça, vous connaissez aussi. Qu'est-ce qui peut donner une perte brève? Syncope, épilepsie, très bien. Parce que là, ils ont rajouté l'hypothymie. Je ne suis pas très, très d'accord avec l'hypothymie, parce qu'elle n'est pas brève. C'est beaucoup plus la syncope qui est très brève. Mais l'hypothymie, elle a été citée. Donc, vous avez principalement la syncope, l'épilepsie, mais ils ont rajouté aussi l'hypothymie. Mais moi, je mettrais principalement syncope et épilepsie. Donner dans l'ordre chronologique les 4 phases d'une épilepsie grand mal. Elle évolue sur 4 phases, l'épilepsie grand mal. Comment elle évolue? La première phase, la deuxième, la troisième et la quatrième. Tonique, tonique clonique, oui. Très bien. La stertoreuse et la résolutive. Très bien. Malek. Il a cité les 4. C'est très bien. Donc, phase tonique, clonique, stertoreuse et résolutive. C'est comme ça que elle s'installe et elle disparaît une crise d'épilepsie. Si on n'a pas assisté à la crise, bon, même ça, c'est du gâteau, hein, d'épilepsie grand mal, quels sont les deux signes qui vous orientent vers une crise épileptique? Ça, c'est vraiment. Moi, je ne vous donnerai pas un QCM pareil, hein. Amnésie, oui. Morsure de la langue, très bien. Et quoi encore? La morsure de la langue, je vous l'accorde. Il y a un deuxième signe important, perte urinaire. C'est très bien. C'est les deux principaux signes. D'accord? Rétrospectivement, si il vient, enfin, là, il vous ramène un patient, ils vous disent qu'il a convulsé, vous pensez à une épilepsie. Si vous trouvez une morsure de la langue ou la perte d'urine, pensez réellement à une épilepsie. À quoi correspondent les différents stades cliniques de coma? On a vu au matin, coma type 1, type 2, type 3, ou la stade 1, stade 2, stade 3 et stade 4. Ça, c'est facile aussi. C'est des trucs que vous citez, il faut les citer rapidement. Plus vous allez vers le 1, vers le 4, c'est plus grave. Le 1, c'est moins grave. Et donc, vous avez le coma léger, confirmé, profond et dépassé.
D'accord? Ça, c'est les 4 stades, coma vigile, comme confirmé, comme profond, comme dépassé. Exact. C'est bien, Ghana. Oui. C'est un coma confirmé. Confirmé plus ou moins parce que là, ils le mettent coma vigile, coma confirmé et coma profond, coma dépassé. Voilà. Donc, elle a dit Ghana tous les stades de coma. Quelles sont les principales étiologies que vous devez rechercher devant un coma? Principales, hein? Vous êtes censé les citer. Le coma, il peut être secondaire à quoi? Bon, glycémie, glycémie. Glycémie, vous êtes dans quoi? C'est un grand chapitre. Glycémie, autre chose. Hypoglycémie, vous êtes dans quoi? Très bien, Malek. Cause métabolique. Il faut organiser les réponses. Très, très bien. Et AVC, les accidents vasculaires, traumatiques, toxiques, bravo. C'est les principaux. Très bien. Parce que c'est quand vous recevez un patient dans le coma, c'est vrai que les comas diffèrent, hein. Il y a les comas calmes, il y a les comas agités. Ça peut vous orienter, d'accord? Pour penser à telle ou telle étiologie ou la groupe étiologique. Voilà. Donc, il faut les organiser de telle sorte que vous pouvez faire ressortir les maximums d'étiologies. D'accord? C'est les grands tiroirs. On appelle ça, en médecine interne, c'est les tiroirs. D'accord? Vous avez les causes neurologiques, engagement temporal. Enfin, tous les engagements peuvent donner des comas. Alors, causes neurologiques, trauma crânien, les AVC, les encéphalites. Causes métaboliques, acideuse, coma hypersmolaire, insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale, tout ça peut donner un coma. Coma toxique, intoxication au CO, c'est la plus fréquente, et au barbiturique. Voilà, très bien. Il faut organiser vos questions, vos réponses plutôt. Par quel nerf sensoriel est énervée la langue? On revient un peu sur les paires crâniennes. L'hypoglosse, très bien. C'est très bien. Vous avez le glossopharyngien, vous avez le 7 également. Et j'ai parlé d'un contingent tout à l'heure. J'ai parlé du 7 avec son contingent Vrisberg. Le contingent Vrisberg, d'accord? Donc, c'est principalement le glossopharyngien qui est le 9. Donc, ça touche vraiment le goût, le tiers postérieur de la langue, d'accord? Et vous avez le 7 avec le contingent l'hypoglosse moteur, non? Bon, retenez le glossopharyngien. L'hypoglosse moteur, je ne suis pas très sûr. Donc, retenez le glossopharyngien et le 7 avec le contingent de Vrisberg. D'accord? Bon, ça, je ne suis pas très sûr par rapport à l'hypoglosse. Très bien, d'accord. Alors, là aussi, bon, ça, vous pouvez avoir, vous avez fait la surdité de transmission, surdité de perception, et là, ils vous disent, vous avez de 1 à 8, qui c'est qui correspond à la transmission et qui c'est qui correspond à la perception. Vous avez l'atteinte de l'oreille externe, oreille moyenne, interne, atteinte du nerf auditif, Weber est latéralisé et positif, Weber est latéralisé et négatif. Vous avez l'épreuve de Rhine négative, épreuve de Rhine positive. Et donc là, vous devriez mettre des correspondances. D'accord? Alors, pour ce qui est la surdité de transmission, il y a une surdité de transmission quand vous avez atteinte de l'oreille externe, de l'oreille interne. Weber est latéralisé et positif. Et quand vous avez une épreuve de Rhine négative. Et vous avez dans la perception, c'est le contraire. Vous avez principalement l'oreille interne qui est atteinte, parce que c'est une surdité de perception. Vous avez atteinte du nerf auditif, ça c'est important. Vous avez un Weber est latéralisé et négatif. Et vous avez le Rhine qui est positif. Voilà, vous devriez garder ça. Un tableau comparatif, c'est important. Toujours, bon, ça, normalement, à Hadith Jonglé au Béha. Ça y est, on a tellement parlé de ça que j'ai plus envie de reparler de ça. Entre l'atteinte vestibulaire centrale et périphérique, avec le tableau comparatif, vous avez la centrale ou bien la périphérique. Vous avez principalement dans la périphérique le vertige qui est intense. Vous avez les troubles majeurs de l'équilibre. Vous avez la concordance clinique et épreuve instrumentale.
vous avez la déviation des index et vous avez le syndrome de Minière. Ça, c'est vraiment périphérique. Le reste, vous pouvez le mettre dans le central. Que ce soit le vertige discret, les troubles de l'équilibre ne sont pas franchement latéralisés. Vous avez les épreuves instrumentales souvent normaux. D'accord? C'est un tableau comparatif qu'on a déjà fait. Là aussi, vous voyez, tout ce qui est tableau comparatif, normalement, vous avez fait votre propre résumé. Comment vous pouvez différencier une hypertonie pyramidale d'une hypertonie extrapyramidale, la contraction musculaire, diffuse, spastique ou élastique, tremblement de repos, électrique, exagération des réflexes osseo-tendineux, signe de Babinski, plastique, akinésie, lésion pyramidale chronique. Là, on ne va pas trop s'attarder sur ça. Vous connaissez l'extrapyramidale et vous connaissez le pyramidal. L'aphasie motrice de Broca et l'aphasie sensitive de Wernicke. Là, on n'en a pas parlé jusque-là. Et regardez comment vous pouvez. D'ailleurs, regardez, on parle d'aphasie motrice et d'aphasie sensitive. Dans l'hypotonie, oui, il y a une absence totale de la contraction musculaire. C'est carrément une hypotonie. C'est carrément une paralysie humaine. C'est pour ça qu'on parle de paralysie. Exact. C'est une absence totale de contraction. Tu ne peux pas avoir de contraction musculaire. Très bien. Alors, la différence, très bien. La différence entre l'aphasie motrice de Broca et l'aphasie sensitive de Wernicke, regardez, quand on parle de Broca, vous avez trouble du langage lié le plus souvent à l'hémisphère cérébral gauche, quasi constamment associé à une hémiplégie droite. Réduction de langage, il y a une réduction de langage. Langage quantitatif diminué. Vous avez une difficulté d'expression de la pensée par les mots. Vous avez une hésitation et lenteur d'élocution et vous avez l'absence de troubles de la compréhension. Donc, ils comprennent très bien, contrairement au Wernicke. D'accord? Le Wernicke, il y a un problème, il y a le jargonisme, il y a une paraphrasie, on a du mal à le comprendre. D'accord? Et vous avez enfin, les trucs qui peuvent être vus ici, d'ici et là. Vous avez par contre trouble de la compréhension du langage parlé écrit dans le Wernicke. D'accord? Ça, c'est pour différencier le sensitif de Wernicke avec le motrice de Broca. Le Wernicke, on parle du jargon. C'est la paraphrasie. Et dans le Broca, qu'est-ce qu'il braquette? Néologisme dans Wernicke. Oui. Et donc, c'est ça la différence entre les deux. D'accord? Faites une correspondance. Bon, la marche. Je reviens un peu sur le zigzag, le fistonné qui m'a été dit, je crois, le matin, avec en étoile. D'accord? Et là, il faut noter qu'il y a quand même une différence entre les deux. Vous avez la marche spontanée et brilleuse en zigzag avec élargissement du polygone. Ça, c'est clairement le cérébelleux. Hein. C'est carrément, c'est comme si une personne qui est ivre marche en fauchant d'un côté. C'est la démarche spastique unilatérale. On la voit con. Et vous avez la marche dandinante. C'est dans quelle situation? Le steppage. C'est principalement dans le périphérique, le steppage. Ou bien le pied tombant. Et vous avez la marche à petits pas. On a tellement bien décrit ça. À petits pas, c'est le Parkinson. Hein. On a déjà parlé de ça et je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Vous avez carrément le syndrome pyramidal, une démarche en fauchant d'un côté. Vous avez la marche spontanée avec le syndrome, c'est le syndrome, enfin, les brilleuses, trucs, c'est cérébelleux. Vous avez le Parkinson, c'est les petits pas. La myopathie des ceintures, c'est carrément la démarche dandinante. Vous avez le steppage qu'on voit dans l'atteinte neuromusculaire avec atteinte des muscles de la loge antéro-externe des jambes. C'est le pied tombant, si vous vous rappelez. D'accord? Donc faites attention à ça. Vous pouvez avoir tout ça sous forme de QCM. On arrive à la 50e question. Alors, citez 4 causes potentielles de douleur des membres inférieurs et illustrez chacune d'entre elles par un exemple. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une douleur de membre inférieur, à votre avis?
Des sciatalgies, très bien, des lombosciatalgies, pas que. J'ai dit 4 causes. L'arthrose articulaire, très bien. Soulève, c'était bien. L'arthrose, oui. Donc, ça peut être des sciatalgies, ça peut être une atteinte articulaire, osseuse. Il faut différencier l'articulaire de l'osseux. C'est bien, Malek. Donc, l'osseux peut être à l'origine d'une douleur des membres inférieurs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous oubliez un détail qu'on a vu ensemble dans le l'awami, le vasculaire, et dans des douleurs. D'accord? Donc, ça peut être l'os, l'articulation, le vaisseau, et bien sûr, le nerf, la souffrance neurologique, l'atteinte du nerf. Douleur osseuse, articulaire, neurologique ou vasculaire. C'est les quatre causes les plus importantes. Et regardez, à chaque fois, il vous donne un exemple pour chacun. Alors, comment recherchez-vous le réflexe cornéen? Bon, on ne va pas trop s'attarder sur ça, parce qu'il ne faut pas. C'est vrai qu'il faut ramener un coton hydrophile et le malade, bien le coton, vous ne devriez pas être dans le champ de vision du malade. D'accord? Sinon, il va fermer l'œil avant que vous arriviez. Et là, vous ne pouvez pas apprécier est-ce qu'il y a un réflexe cornéen qui est préservé ou pas. D'accord? Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Vous avez les détails. Le réflexe cornéen se recherche en portant l'extrémité, l'effilé d'un petit morceau de coton hydrophile en contact avec la cornée. La réponse normale est un clignement, mais il ne faut pas être, voilà. Et regardez ici, en dehors du champ visuel, c'est important. Donc, s'il voit le coton arriver, il va fermer l'œil avant que le coton arrive. Il est aboli dans les lésions du 5, du 7 et au cours des comas dont il permet d'apprécier la profondeur. Donc là, c'est une répétition, mais c'est bien de reprendre à chaque fois certains détails et surtout pour dire que c'est comme ça qu'il faut le chercher. D'accord? Parce qu'il y a des médecins qui ne savent pas examiner le réflexe cornéen. Cherchez plutôt le réflexe cornéen. Alors, cité de cause de lombalgie. Le matin, il y avait certains d'entre vous, ils me disaient lombalgie, lombalgie. J'ai dit, faites attention, quand vous avez des sciatalgies, il ne faut pas dire lombalgie, il faut dire des lombosciatalgies. OK? Et là, regardez, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une lombalgie en dehors d'une hernie discale ou d'une arthrose vertébrale? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de lombalgie? ماشي sacro-iléite. ماشي j'arrive pas à la lire Ghana. C'est sacro-iléite. Tuberculose, on appelle comment l'atteinte tuberculeuse? C'est l'atteinte infectieuse des disques intervertébraux. Ça s'appelle comment? Ça a un nom. Il n'y a pas que la tuberculose. Il y a le staphylocoque, il y a la salmonellose, il y a la brucelleuse. Ça donne quoi? On appelle ça comment? Disco-vertébrale, oui, mais la tête disco-vertébrale, spondylite, les spondylites rhumatismales, oui, mais la tête infectieuse, elle est appelée comment? C'est les spondylodycites infectieuses et les spondylodycites rhumatismales. Il y a deux spondylodycites. Il y a les spondylodycites infectieuses, il y a la tuberculose qui va donner le mal de Pott, il y a les staphylococcus, il y a la salmonellose, spondylodycite, exact. Spondylodycite infectieuse et spondylodycite rhumatismale. Il faut citer les deux. Et dans les deux, vous pouvez mettre des étiologies. Et dans la rhumatismale, vous avez la SPA principalement, que vous allez traiter, ça, Inch'Allah, en 5e année. Et la tuberculose, elle donne ce qu'on appelle le mal de Pott. Brucelleuse, c'est ce qu'on appelle la fièvre malte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est ça la brucellose. D'accord? Elle est connue par des spondylodycites infectieuses. C'est décrit. D'accord? Alors, à l'occasion de lombosciatalgie inflammatoire, non fébrile et non traumatique, récurrente, vous consultez un rhumatologue. Il vous diagnostique une lombosciatalgie de type S1, on l'a vu le matin, gauche, et vous demande une imagerie simple. Voilà, et là, ils vous ont rajouté imagerie simple pour vous orienter. Sur quel argument clinique repose son diagnostic? C'est principalement le trajet. On en a parlé le matin, c'est postérieur, il touche de la fesse jusqu'au talon.
fesses, cuisses, jambes, talons. Il va directement aux petits orteils si vous vous rappelez. La première, là, ils insistent, ils vous mettent, regarde, il faut bien lire, bien sûr, avec abolition du réflexe achillien. Très bien, Fatma. Mais regardez la question, faites attention quand vous répondez. Quelle imagerie vous a-t-il prescrit en première intention? Généralement, quand vous êtes en première radio, très bien. Il faut apprendre à lire les questions. L'examen de choix, c'est la radio, c'est la TDM lombosacrée. C'est la plus intéressante à faire. Mais l'examen de première intention, il faut dire une radiologie standard de face et de profil. D'accord? Faites attention et lisez bien les questions. Donc, sur le caractère de la douleur et sur son trajet, avec abolition du réflexe et l'imagerie, c'est une radio standard du rachis vertébral, face et profil. Il faut dire lombosacré. C'est mieux de rachis vertébral. Parce que quand vous dites rachis vertébral, ça prend de la nuque au sacré. D'accord? Dites lombosacré. Une radio standard du rachis lombosacré. Est-ce que ça va? On continue. Très bien, super. Alors, la question 54, décrire la névralgie crurale. On revient sur la névralgie crurale et votre collègue, elle me dit pourquoi L4 et non pas L3? Bon, parce que dans la description sémiologique, il parle principalement de la L4. Point. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de trop techniquer. Souvent, elle s'arrête au niveau du genou, mais on peut avoir l'atteinte de la jambe, atteinte antérieure de la jambe. On l'a vu le matin. D'accord? Et là, c'est le rotulien qui est aboli. Et là, ils vous disent quelle est la principale cause. C'est carrément une hernie de la L4. D'accord? Ça, on l'a vu le matin. Je ne vais pas trop me retarder. La névralgie crurale, la douleur débute au point d'émergence de la racine L4 et va suivre le trajet. Donc, la manœuvre de la zeg inverse, on l'a vu le matin, c'est qu'il va déclencher la douleur. Et la cause la plus fréquente, c'est carrément la hernie de la L5, de la L4. Voilà. En 55e question, la 55e question, quelle orientation attendez d'une ponction, d'un épanchement articulaire dès l'examen macroscopique? Aspect macroscopique. Quand vous faites une ponction, quand vous avez une hydarthrose, ce qu'on appelle une hydarthrose, vous allez essayer de faire la ponction de l'articulation et sur le plan macroscopique, hein, je ne parle pas de biochimie, cyto, etc. C'est quoi votre orientation? Nous, médecins, quand on ramène un liquide, on voit le liquide. Et comment il va vous orienter le liquide? Alors, voilà. Maintenant, soit c'est du sang, carrément, c'est l'hémarthrose, très bien. Soit c'est du pus, et on pense beaucoup plus, ça devient une urgence quand même thérapeutique, et on pense beaucoup plus à une arthrite infectieuse. Soit carrément, on est dans l'inflammation, d'accord? Et on peut faire ça dans les arthroses aussi, d'accord? Mais vous n'avez pas parlé vous allez parler du sang, du pus, et gencitrin quand c'est inflammatoire. D'accord? Donc, vous avez gencitrin, vous avez sang, vous avez pu. Donc, déjà, avec l'aspect macroscopique, vous pouvez être orienté vis-à-vis de l'étiologie. D'accord? Du rachis observé à l'inspection du rachis chez un sujet en station debout. Qu'est-ce que vous pouvez inspecter? Scoliose, oui. Syphose, gibbosité, très bien. Très, très bien. Voilà, donc ça peut être une disparition de la lordose lombaire, une inclinaison latérale du tronc, une syphose, une scoliose, une gibbosité. D'accord? N'oublie pas la disparition de la lordose lombaire et aussi l'inclinaison latérale du tronc. D'accord? Qui peut être une position vicieuse. Où est-ce qu'on a vu une inclinaison latérale du tronc douloureuse? Rappelez-moi. Alors, en dehors de l'appareil locomoteur, dans la neuro.
Vous avez des patients qui sont carrément en latéralité, l'extrapyramidale, oui, Hafsa, mais dans quelle situation? Cérébelleux, non, 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 non. Restez dans l'extrapyramidale. Alors, non, c'est pas la Corée. Vous avez oublié, hein. Reprenez le chapitre de dystonie. Khalal Tawtor. Les dystonies, vous avez la protrusion de la langue, le torticolis, mais vous avez aussi la latéralisation du tronc. Vous vous rappelez ou pas? La dystonie, exact. C'est la dystonie d'attitude. Très bien. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Alors, bon, le signe de Romberg, on en a vu, on en a parlé. C'est dans le vestibulaire. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Vous connaissez très bien ça. La marche dans le vestibulaire, ça dessine carrément l'étoile. C'est la démarche en étoile du Babinski. D'accord? On l'a vu ça le matin. Deux causes d'atteinte du nerf vestibulaire. Ça aussi, on l'a vu. L'atteinte vestibulaire, elle peut être atteinte soit l'infectieux, vous avez le zona, et n'oubliez jamais l'aminoside, l'antibiotique. D'accord? Il peut donner aussi l'atteinte du nerf vestibulaire qui peut être irréversible. On utilise de moins en moins la streptomycine. Quand est-ce qu'on a utilisé? Est-ce que vous avez une idée sur la maladie ou l'infection là où on a utilisé beaucoup de streptomycine en injectable? Bon, ça a complètement, pratiquement disparu. Hein. Est-ce que vous avez une idée? Non, non. Eh ben, la streptomycine, elle figurait dans le traitement d'éradication du BK. Et c'était le seul traitement injectable. D'ailleurs, on injectait même les ganglions, les adénites tuberculeuses, avec la streptomycine. D'accord? Aujourd'hui, pratiquement, on ne l'utilise plus. Ça, c'est pour votre culture générale. Retenez-le, c'est intéressant. Alors, là aussi, on a fait ça ensemble, l'atteinte neurologique périphérique, paralysie du nerf radial, cubital, médian, nerf grand dentelé, poplité externe, nerf périphérique et main d'accoucheur. Pour les correspondre avec pied tombant et stépage, d'accord? Ça, c'est facile, là, c'est le poplité externe. Le scapula alata, c'est quoi? C'est le grand dentelé. Main en griffe, c'est quoi? Main en griffe. On a fait ça ensemble. C'est vrai que j'étais rapide. Le cubital, machine radial. Le radial, c'est carrément la. Voilà le cubital, là. C'est la main tombante. Où est-ce qu'elle est? Main tombante, voilà, la D. C'est la main tombante. Et la crise de tétanie, c'est le main d'accoucheur. Et vous avez, quand vous avez une paralysie du diaphragme, donc c'est carrément le nerf phrénique. D'accord? C'est quand vous avez la tête du nerf phrénique, exact. Quand vous avez la tête du nerf phrénique, vous pouvez avoir. Et comment ça peut se manifester sur le plan clinique? Faites attention, hein, parce que ça peut donner une idée qu'il y ait une tumeur qui comprime le nerf. Sur la clinique, vous avez quoi? Respiration paradoxale, insuffisance respiratoire. Avant, c'est aigu. La compression. Qu'est-ce qui peut présenter le malade? Ça, je ne crois pas qu'il est dans le livre de Rosemary. Hein, je ne sais pas. C'est un OK. Un OK. D'accord? Si vous voyez un patient qui fait un OK tenace et qui ne répond pas, ou d'ailleurs, on donne même un traitement, c'est comme le traitement des vomissements, et ça ne disparaît pas, pensez à une compression du nerf phrénique. D'accord? C'est le OK. D'accord? Donc, mettez ça quelque part dans vos têtes. Très bien. Alors, ça, c'était quatre signes pathologiques pouvant être retrouvés lors de l'examen de la motilité oculaire au niveau de la paupière, région palpébrale. Quelles sont les pathologies pouvant être retrouvées? Déjà, on a cité pas mal jusque-là. Hein. On a cité pas mal de causes.
Le site de Charles Bell, très bien. Charles Bell, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez le ptosis dans l'Athènes du 3. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Les pathologies, les grands syndromes. Sahiti, le syndrome de Claude Bernard. C'est très bien. Et vous pouvez avoir dans la diminution de la résistance à la fermeture forcée des yeux, dans le déficit partiel du muscle orbiculaire des paupières. D'accord? Mais c'est principalement le ptosis, le Charles Bell et le Claude Bernard Horner. Très bien. Alors, pourquoi le syndrome vestibulaire périphérique est harmonieux? On a dit par rapport aux épreuves instrumentales. D'accord? On ne va pas revenir sur ça. On a une inexcitabilité, voire une hypoxytabilité unilatérale, contrairement au syndrome vestibulaire central. Citez 3 causes labyrinthiques non traumatiques d'un syndrome vestibulaire périphérique. Là aussi, on a vu les infections principalement. Donc, infectieuse vasculaire, syndrome de Menière. Citez 2 principales étiologies des anomalies de la station debout, les yeux fermés. Qu'est-ce que vous pouvez me citer? C'est dans la tête de quoi? Non, non, non. Je veux dire la tête de quoi? Qui peut donner une aggravation à la fermeture des yeux. Le vestibulaire et proprioceptif. Très bien. Très, très bien. Vestibulaire et proprioceptif. C'est les 2 principales situations. Décrivez 3 anomalies de la marche par atteinte neurologique et précisez à quel type d'atteinte elles sont liées. Depuis tout à l'heure, on est en train de les voir. Fauchant, en étoile, festonné, pied tombant, en équin, petit pas, merci Barkat, dans le Parkinson. Vous pouvez citer ce que vous voulez. D'accord? Démarche ébrieuse, démarche en fauchant, démarche en étoile. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à votre collègue, je rectifie ce que j'ai dit le matin. La démarche festonnante, c'est la marche sur une ligne droite. Il va donner le zigzag. Il ne faut pas la confondre. Et ça, c'est dans l'atteinte du cérébelleux. Il ne faut pas la confondre avec la démarche en étoile. Je ne me rappelle plus qui c'est qui m'a dit, monsieur, je crois que c'est Imen, ou je ne me rappelle pas très bien. Je ne me rappelle pas très bien. En tout cas, regardez la démarche festonnée et la démarche en étoile. Qui c'est qui m'a posé la question le matin? Je crois que c'était Imen, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. Ah, Fatma, elle me dit c'est moi. Bouchra, elle me dit, et Bouchra, elle me dit c'est Fatma. D'accord, ok. Très bien. Donc, normalement, Fatma, avec ça, c'est bon. Donc, on ferme la parenthèse. Donc, tu as les différentes démarches ici qui sont en détail à un résumé complet. Très bien. Alors, le système vestibulaire est composé de 5 cavités. Ça, on ne va pas vous poser. Bon, j'étais sur le point de poser cette question, mais je me suis dit, ça, c'est un rappel anatomique. Donc, c'est un système qui se compose de 3 canaux avec 2 cavités saculaires et l'utricule, mais ça reste quand même un rappel anatomique. D'accord? Quelles sont les 3 destinées des fibres nées des noyaux vestibulaires? Aussi, on est dans le rappel anatomique. Hein. Vous avez à destinée cervelée, la corne antérieure, atteinte des muscles proximaux. Quel type de marche? Dans les muscles proximaux, on vient de la voir, Imen, c'est le dandinante. C'est la marche dandinante. On dirait un canard. Ah, ça va, Imen. C'est la démarche dandinante. Très bien, super. Voilà, donc ça, c'est un rappel anatomique. Hein. Bon, je n'insiste pas trop. On sort un peu de la simio. Ah, on revient sur le Romberg. Ça y est, c'est bon. J'en ai marre du Romberg. Classe. On passe rapidement sur le Romberg. Le pseudo-Romberg également. Donc, on connaît la valeur sémiologique, c'est la tête vestibulaire. Alors, ça, c'est bon, c'est pas une question pour l'examen, mais c'est une question pour avoir une idée. Vous connaissez, très bien. Moi, je ne pensais pas que vous connaissiez ça,
Mais on l'appelait le nerf abducens. Abducens parce qu'il faisait une abduction de l'oculomotricité vers l'intérieur, vers l'intérieur, et donc on l'appelait le nerf abducens. C'est le nerf 6, c'est très bien. Alors, à quoi est due son appellation? Oh, enfin, ça c'est l'histoire, hein, je sais. Parce que carrément, il fait une abduction, d'accord? Rappelez les caractéristiques du nerf facial. Il y a 4 fonctions du nerf facial. On a vu dans la langue, on a vu dans la paralysie faciale, donc il intervient dans la mimique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le facial. Sécrétoire, très bien, parce que c'est végétatif. Sensitif, moteur, sensoriel, très bien. Il faut retenir les quatre grands chapitres. Zone de Ramsay, très bien, très très bien. Donc, nerf moteur, muscle de la face, pour la mimique. Nerf sensitif, zone de Ramsay, Hunt. Sensoriel, c'est les 2 tiers antérieurs de la langue. Et végétatif, glande lacrymale et salivaire. C'est les 4 trucs que vous devriez retenir en tête. Et vous garder en tête. Voilà, ça c'est un rappel. Que désigne-t-on sous le terme de réflexe moteur consensuel? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Le terme de réflexe moteur consensuel. Ça vous dit quelque chose? Non, non. Voilà, bon, parce que ça vous en pas parlé de ça. Donc carrément, c'est quelque chose qu'on cherche, c'est l'éclairage pour voir un peu la réaction de la pupille. Regardez, chez un sujet jeune normal, c'est un sujet normal, à l'éclairage d'un œil, on observe un myosis réflexe du côté examiné. C'est ce qu'on appelle le réflexe moteur consensuel. Mais du fait de l'immédicussation des fibres pupillomotrices au niveau du chiasma, on observe également par la voie du 3 contralatéral un myosis de l'œil opposé. D'accord? On appelle ça le réflexe moteur consensuel. Un œil exposé à un stimuli, l'autre réagit. Très bien. Pas d'une façon, c'est pas exactement de la même façon, mais il y a de petites fibres qui passent de l'autre côté, suite à l'indexation. C'est ça. On appelle ça le réflexe moteur consensuel. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Qui c'est qui se rappelle de signe d'Argyle Robertson? Qui c'est qui se rappelle de ça? Réflexe d'accommodation convergent. Oui, c'est bien. Il regroupe quoi le signe? C'est une abolition de quoi? C'est carrément le réflexe photomoteur. D'accord? Le signe d'Argyle Robertson, c'est abolition bilatérale. Très bien. Très bien, Barkat. C'est une abolition bilatérale et complète du réflexe photomoteur, avec conservation du réflexe de l'accommodation et de la convergence. On peut avoir un myosis qui est bilatéral, inégalité et irrégularité de la pupille. D'accord? Et quand il est présent, c'est principalement dans la neurosyphilis. D'accord? Si on vous dit la valeur sémiologique, c'est la neurosyphilis. D'accord? On appelle ça le signe anisocorie. Oui, vous pouvez avoir une anisocorie, une inégalité de la pupille. Donc, on appelle ça le signe d'Argyle-Robertson. Alors, les mécanismes du signe d'Argyle-Robertson, bon, là, il y a toute une histoire, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc là, normalement, il est en train de faire l'enregistrement, si vous voulez lire ça, je ne vais pas vous embêter avec ça. À quoi correspond le tic douloureux de Trousseau? Voilà. Et dans quelle affection on l'observe? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Très bien. C'est la névralgie du 5. C'est très bien. C'est le signe de Trousseau. Voilà, c'est le tic douloureux de Trousseau qui correspond à une crispation de la face sous l'effet de la douleur. Et on voit ça dans la névralgie du trigémien. Alors, que montre l'examen physique intercritique au cours de la névralgie symptomatique du trijumeau?
C'est intercritique. Hein. L'examen en intercritique. En intercritique. Alors, en intercritique veut dire entre les crises. C'est ce qu'on appelle intercritique. L'examen, votre examen neurologique, et vous avez bien votre examen physique, il est strictement normal. D'accord? En dehors des crises. D'accord? Donc, l'examen physique est normal entre les crises. Objectivement, une paralysie des muscles masticateurs, atteinte du 5 et moteur, bon, le troisième étage, l'absence de réflexe cornéen et une hypoesthésie du 5, diminution de la sensibilité du territoire douloureux. D'accord? Mais l'examen physique est normal entre les crises. Quelles sont les deux principales fonctions? Amyotrophie. À quel niveau? Une amyotrophie à quel niveau? Au niveau du visage. C'est moi une amyotrophie. C'est pas une amyotrophie, pas tout à fait. C'est carrément, vous ne pouvez pas avoir une amyotrophie parce que c'est des contractions douloureuses. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas avoir de l'amyotrophie. Vous pouvez avoir, on a l'impression que c'est des fasciculations. D'accord? C'est des contractions, c'est des grimaces. Mais tu peux pas avoir d'amyotrophie. C'est un muscle qui travaille plus qu'il en faut. D'accord? Et d'ailleurs, il fait des grimaces. D'accord. Quelles sont les deux principales fonctions du système cérébelleux? Là aussi, c'est principalement la statique debout et bien sûr le tonus musculaire. Très, répondait direct Fatma. Donc, coordination des mouvements et régulation du tonus. Très bien. C'est ça la réponse. Décrire le tremblement parkinsonien au niveau des mains. Là, on a vu le parkinsonien, mais là, ils vous disent au niveau des mains. Vous vous rappelez, qu'est-ce que je vous ai dit? Le patient, on dirait, il est en train d'imiter le pain. Vous vous rappelez de ça? Voilà, draham, siham. Et quand j'ai pas compris, Iman. GCP. Pourquoi vous êtes en train de faire Monsieur, تقطع الصون عاد ولا Ah, est-ce que vous m'entendez? دروك سي بون. Très bien. Je disais l'impossibilité de la tête, la rotation, elle est secondaire à quoi? La tête de quel nerf? Le 11, très bien. Le spinal. D'accord, ok. D'où vient le nom d'hypoglosse? Est-ce que vous avez une idée? Ça, c'est carrément le sang rah, docteur. Ça va, il est revenu, Iman. C'est bon, vous m'entendez? Est-ce que je me reçois, Iman? Allô, allô? وي رانا نسمعوا دروك سي بون. Ah, très bien, super. Alors, répondez-moi. Est-ce que vous avez une idée pourquoi on l'appelle l'hypoglosse? Ça aussi, ce n'est pas une question d'examen, mais sachez qu'hypoglosse veut dire sous la langue. Voilà. C'est rien d'autre. Sous la langue, sublingual. Sous la langue qui veut dire sublingual, hypoglosse. Citez 4 situations cliniques où une ponction lombaire, on a vu ça le matin, est requise et en précisant les résultats attendus de tel examen. Les situations cliniques où une ponction lombaire est requise, vous l'avez cité le matin, l'état comateux, les méningites, qu'est-ce qu'il y a encore? Les méninges d'infection, la compression médulaire, la polyradiculonévrite aiguë, n'oubliez pas ce détail, le Guillain-Barré,
D'accord? Et bien sûr, tout dépend. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'appelle pas l'LCR, le liquide céphalorachidien. Normalement, il ne faut plus appeler LCR. Est-ce que vous le savez? On dit plus LCR. C'est pas. D'ailleurs, liquide céphalorachidien, quand on dit céphalorachidien, on pense beaucoup plus à l'os. Et donc, on l'appelle le liquide cérébrospinal, le LCS. Est-ce que vous avez entendu? Le LCS, très bien. En majuscule, Wissam. C'est le LCS, le liquide cérébrospinal. Et quand on dit cérébrospinal, vraiment, on est dans le système nerveux central. D'accord? C'est le LCS. C'est pour tout le monde. Hein? Ce n'est plus le LCR. Très bien, le LCS. Le liquide bien reçu. Très bien, Fatma. Alors, là aussi, pour votre culture générale, même moi, je ne connaissais pas ça. Et j'ai trouvé que le professeur Hakim l'a mis. Mais si je ne le connaissais pas, c'est un truc que j'ai oublié. Mais je ne pense pas que c'est vraiment très, très important pour vous. Mais c'est bien de le connaître. Donc, à quoi correspond l'épreuve de Stokey? Donc, la mesure de la pression du LCR se fait grâce. Très, très bien, Bouchra. La compression des veines jugulaires et mesure la pression. Elle fait grimper la pression du LCS. Quand on fait, c'est très bien. Quand on fait une compression de la jugulaire chez un sujet normal, il fait grimper la pression au niveau du LCR. Je dis toujours LCR. Mais quand vous avez une compression, la pression, elle ne grimpe pas. Elle reste, normalement, elle doit augmenter. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de Stokey. L'épreuve de Stokey, quand vous comprimez la veine jugulaire, vous avez une augmentation physiologique au niveau du liquide cérébrospinal. Le cas contraire, principalement dans la compression médulaire, vous n'avez pas cette augmentation de pression. Est-ce que c'est clair? Ça, je voulais vous le dire. Manish, vous le gardez en tête. Mais sait-on jamais. Je ne sais pas si ils vont vous poser. Ce n'est pas moi qui ai fait la question, mais c'est bien de connaître ça. Donc voilà l'épreuve de Stokey, c'est une étude dynamique de la pression du LCS destinée à dépister un obstacle à la circulation du LCR. Voilà. Et donc, quand vous avez un obstacle, la pression n'augmente pas. Regardez, en cas de compression médulaire, c'est la dernière phrase. La pression jugulaire n'élève pas la pression du LCS. D'accord? Contrairement au sujet normal. Donc, quand vous comprimez la jugulaire, il peut augmenter jusqu'à 30 cm d'eau. Est-ce que vous avez compris? Et là, ça signe une compression au niveau médulaire. Très bien. Très, très bien. Alors, l'aphasie motrice ou aphasie de Broca réalise une réduction de langage qui est quantitativement diminuée avec hésitation et lenteur d'élocution, difficulté d'expression de la pensée par les mots, le malade parle peu, le malade emploie un petit nombre de mots. Il existe un trouble majeur de la compréhension de langage parlé et écrit. La E, très bien. Très bien. C'est tout le monde qui a eu la réponse. Voilà, donc c'est très bien. La posture est un acte, la posture est un acte complexe, en partie automatique et en partie dépendant de l'intégrité de nombreuses fonctions. Là, on parle de la posture. On a vu la posture même dans le cérébelleux, d'accord? Le cérébelleux, dans le pyramidal, le tonus. Quand on parle de posture, on parle de tonus carrément, d'accord? Et donc, c'était au moins 4… le tonus, la coordination, très bien Malek. La coordination, pour garder une bonne posture. Qu'est-ce qui intervient dans la coordination? Il y a le cervelet, il y a aussi l'équilibre, le squelette, il y a la fonction vestibulaire, le contrôle visuel, tout ça intervient dans la posture, d'accord? La proprioception, oui, c'est la sensibilité profonde, tout ça, la fonction musculaire, la coordination, la sensibilité profonde, la fonction vestibulaire, le contrôle visuel, tout ça intervient
dans la posture. D'accord? Dans quel type d'athlète neurologique la démarche est dite talonnante? Le patient marche sur les talons. D'ailleurs, voilà, c'est la proprioceptive, d'accord? C'est la démarche talonnante. C'est la proprioceptive. Quel est l'aspect d'un LCS normal? Comment il est le LCS normal? Ils pourront vous poser la question. Un LCS normal, transparent, en eau de roche, très bien. Il est limpide, bravo. Et la chimie, la biochimie? Comment elle est la biochimie? Acellulaire, c'est très bien, c'est un. On peut avoir 3 éléments par millimètre cube, hein, toujours inférieur à 10 éléments, d'accord, de lymphocytes. Le pH neutre, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la biochimie? L'équipe, la biochimie. L'albumine, comment il est? L'albumine, le glucose, le chlorure. Sahid et Bouchra, c'est très bien. C'est ce que je cherchais. Parce que souvent, ils disent 0,5, c'est la moitié de la glycémie plasmatique. Ça, c'est un bon réflexe, Bouchra, c'est très bien. Parce que je vois des étudiants qui me disent 0,50 grammes, d'ailleurs c'est écrit même dans la réponse. L'albumine, c'est de 0,2 à 0,3 grammes, très bien. Et bien sûr, il faut dire qu'il est stérile. Il ne faut pas oublier. Toujours en tête, biochimie, cytologie et bactériaux. D'accord? D'accord? Et bien sûr, l'aspect macroscopique. Il est clair, limpide en eau de roche. Voilà. Ici, il ne faut pas dire étude chimique. Hein. Il faut dire étude biochimique. On n'est pas dans la chimie, on est dans la biochimie. D'accord? Donc, l'étude biochimique, Heilig, l'étude cytologique, Heilig, et bactériaux, absence de germes, c'est-à-dire il est stérile. Comment l'état normal de la pupille, bon, je ne vais pas trop vous embêter sur ça aussi. C'est un disque régulier de contour traité. Bon, ça, c'est pas très, très important. À quelle complication expose une hypertension intracrânienne idiopathique prolongée? Ça, c'est intéressant. Vous devriez avoir la réponse à ça. Une HIC idiopathique prolongée, c'est pour ça qu'on diminue la pression par la cécité. C'est très bien. Pourquoi? Suite à quoi? C'est très bien, Khadija. C'est la cécité. Si on laisse cette HIC prolongée, c'est l'atrophie carrément du nerf optique. Très bien. C'est l'atrophie du nerf optique. Une hypertension intracrânienne idiopathique prolongée expose à la cécité par atrophie du nerf optique. C'est très bien. C'est le nerf optique, c'est juste après l'œil. Hein. Le chiasma, c'est plus haut. Le chiasma, c'est tout le circuit cérébral. D'accord? Il faut dire le nerf optique. Citez 2 indications thérapeutiques d'une ponction lombaire. Est-ce que vous connaissez des indications thérapeutiques? Je vais vous en rajouter une autre aujourd'hui. Parce que là, le professeur Hakim a cité 2, mais moi, je vais vous en rajouter une deuxième. La chimio, très bien. En cas de chimiothérapie, intratécale, bravo. La chimiothérapie intratécale, et quoi encore? On vient de citer une pathologie avant ça, la question 89. Il faut diminuer? Très bien. La HIC chronique idiopathique. Rajoutez-moi une troisième qu'on utilise aujourd'hui. Ça devient la mode. Pour évacuer, oui, pas l'hydrocéphalie. Hein. C'est pour diminuer la pression. Il ne faut pas parler d'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, c'est carrément un drainage. D'accord? On fait un drainage cérébro-péritonéal. C'est comme les chambres de drainage dans l'hydrocéphalie qu'on fait principalement chez les enfants. Alors, rajoutez-moi une troisième qui est à la mode. HIC bénin, anesthésie, c'est-à-dire, c'est la rachianesthésie. Merci Malek. C'est la rachianesthésie. D'ailleurs, même, il y a des accouchements avec une rachianesthésie. Les femmes, elles peuvent accoucher sans douleur. D'accord? Donc, la rachianesthésie,
Retenez. Vous connaissez la anesthésie, rassurez-moi. Donc, retenez la anesthésie. Très bien, oui. Très bien. Alors, devant des algies crâniennes d'un sujet jeune, apéritique, vous complétez votre interrogatoire par un examen neurologique qui comprendra 2 gestes cliniques indispensables. Algie crânienne, lesquels? Un fond d'œil et prise tensionnelle. Très bien, Malek. C'est très bien. Et on peut rajouter très très bien. C'est le fond d'œil et prise tensionnelle principalement. Et on peut palper les peaux temporaux. Pour celle qui m'a dit, quand vous avez parlé de temporal, j'ai pensé à la maladie d'Orton, qui est une vascularite. Citez 2 étiologies du syndrome de Claude Bernard. Qu'est-ce qui peut être à l'origine du syndrome de Claude Bernard? Atteinte du sympathique. Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Algie vasculaire. Compression, très bien, Ghana. C'est la compression, très bien, intrinsèque du sympathique, c'est très bien. La compression, qu'est-ce qu'il y a encore? L'algie faciale, ça a été cité. L'algie vasculaire, pas faciale. L'algie vasculaire de la face. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un syndrome qui comporte même le syndrome de Wallenberg. Non. Non, non. Le Claude Bernard Horner. Le syndrome bulbar latéral. Rajoutez autre chose. Je ne sais pas si vous en parlez d'un syndrome paranéoplasique. Paraplégie, non. Un syndrome paranéoplasique. Je ne sais pas si vous en parlez de ça. Le syndrome de Pocwas-Tobias. Suite à un cancer localisé au niveau du lobe supérieur du poumon, avec grignotage de la côte en regard. Et vous en parlez de ça? Oui, c'est le syndrome de Pocwas-Tobias. Voilà. Vous avez une compression extrinsèque du sympathique cervical, vous avez algie vasculaire de la face, et vous avez le syndrome de Pocwas-Tobias. C'est carrément le cancer localisé. Normalement, ils vous en parleront aussi quand vous allez faire la pneumo, vous allez faire le cancer bronchique, la bronchopulmonaire, qui cause la compression, oui. Mais souvent ça cause la compression et ça donne même un grignotage de la côte en regard. D'accord? Voilà, ça c'est un rappel de Pocwas-Tobias. Alors, quelles sont les 3 principales situations neurologiques, pathologiques où des anomalies de la station debout peuvent être observées? Ça, c'est facile. Vous avez un problème de la station debout. Ça, c'est depuis tout à l'heure, on parle. Cérébelleux, vestibulaire, coordonal, oui, très bien. Donc, le coordonal postérieur, le cérébelleux, le vestibulaire, tout ça peut donner un problème proprioceptif, tout ça peut donner un problème statique. Même le coordonal postérieur, je l'accepte. D'accord? Même radiculaire, surtout la polyradiculonévrite, ça peut donner un problème statural. D'accord? Les patients ont du mal à se tenir debout. Alors, décrire les 3 principales anomalies de la station debout et préciser les atteintes causales. Bon, c'est la même chose. Vous avez l'atteinte de la sensibilité, c'est les différentes ataxies. Voilà. C'est les différentes ataxies. Ataxie proprioceptive, vestibulaire et cérébelleuse. D'accord? Ça, c'est les trois ataxies qu'on a vues ensemble. C'est principalement, on a vu principalement la vestibulaire et la cérébelleuse. Pourquoi les HIC idiopathiques ont été appelés initialement bénins? Bon, ça, c'est la culture générale. En fait, vous savez pourquoi ils l'ont appelé HIC bénin? Est-ce que vous avez une idée? Mais ça a été abandonné. Hein. Non, ça a été abandonné tout simplement, mais je sais parce qu'il n'a pas d'étiologie, sinon on l'aurait appelé idiopathique.
Non, au contraire, ça cause une cécité. C'est pour ça on l'appelle plus bénin. Parce que ce n'est pas un HCC secondaire à néoplasie, un cancer. D'accord? C'est principalement ça. Donc on l'appelait bénin, c'est parce que carrément, il n'y avait pas une cause tumorale sous-jacente. Et ça a été abandonné parce que carrément, ça cause une atrophie optique par l'œdème papillaire, par la suite d'une atrophie optique, et on a complètement abandonné le mot bénin parce qu'il ne l'est pas. Donc, si vous ne réglez pas ce problème d'hypertension intracrânienne, le malade va devenir aveugle. Je préfère dire, il va devenir non-voyant, de préférence. Il ne faut pas dire aveugle, il faut dire non-voyant. Comment nomme-t-on l'organisation de la commande motrice des muscles du corps? Bon, ça aussi, c'est de la culture générale. Vous vous rappelez de la configuration du cerveau avec le type sur le cortex, avec une grosse main, etc. La configuration, ça a été. C'est l'homonculus. Très bien, très très bien. Voilà, ça vous le connaissez. Je ne vais pas insister sur ça. Quel est l'aspect du LCR, du LCS normal? On en a vu, on ne revient pas sur ça. Dans la migraine, dans la migraine accompagnée de céphalée et précédée ou accompagnée d'une aura. Définir cette aura et décrire ses expressions cliniques. Par rapport à l'aura, on revient à l'aura. Non, ça ne vous dit rien, malgré que la question n'est pas très claire. Hein. Même moi, quand je lis la question, je ne comprends pas très bien. Donc, on a défini l'aura tout à l'heure, qui correspond à un dysfonctionnement cérébral focal transitoire intéressant la vision, la sensibilité ou le langage. Et les deux expressions, vous avez l'aura visuelle dans la migraine ophtalmique et vous avez l'aura sensitive. Impression d'engourdissement débutant à la main, atteignant les membres supérieurs, l'hémiface et l'hémilangue avec dysarthrie. D'accord? Comment peut-on expliquer que la mémoire, ça aussi, je n'insiste pas trop, la mémoire récente soit altérée alors que la mémoire ancienne reste longtemps conservée dans la démence du sujet âgé, principalement. La démence du sujet âgé ne veut pas dire forcément maladie d'Alzheimer, hein, parce que là, c'est écrit sujet âgé entre parenthèses maladie d'Alzheimer. L'un ne veut pas dire l'autre. D'accord? Vous pouvez avoir une démence au sujet âgé et la maladie d'Alzheimer. Mais pourquoi il y a cette conservation qui dure longtemps dans le temps par rapport à la mémoire ancienne? D'ailleurs, on appelle comment sur le plan sémiologique mémoire récente, mémoire ancienne? Ou bien amnésie antérograde, très bien, et antérograde et elle est antérograde et rétrograde. Antérograde et rétrograde, très bien. Antérograde et rétrograde. Là, regardez la réponse. Là, je n'insiste pas beaucoup. Hein. Ça, c'est pour votre culture générale. La mémoire récente est la mémoire de plusieurs notions apprises quelques minutes auparavant. Elle est la première atteinte au cours des anomalies du système nerveux central. Contrairement à la mémoire éloignée ou bien rétrograde, et celle qui persiste le plus longtemps, elle tend à survivre aux maladies. Bon, l'Alzheimer, il finit par avoir des troubles mnésiques de la mémoire antégrade et rétrograde. Mais c'est l'antégrade qui est la plus utilisée, la plus atteinte. L'étude du nerf optique doit comprendre 3 étapes successives. Quand vous examinez un nerf optique, c'est quoi les étapes de l'examen d'un nerf optique? Ça, c'est la dernière question. Comment on examine le fond d'œil, le champ visuel et l'acuité? Très bien, c'est les 3. Donc, champ visuel, acuité et fond d'œil. Et sur ça, je vous dis merci pour votre attention. Quand même, on est arrivé à 22 heures. Il y a 49 ceux qui sont restés avec moi, de 60. On est passé de 60 à 49. Donc, je vous dis, je ne sais pas, j'espère que c'était bénéfique. On a pu quand même faire des cas cliniques et des questions pour toucher un peu au locomoteur et au système nerveux central. On n'a pas parlé du cutané, malheureusement, mais ce n'est pas très compliqué le cutané. Est-ce que ça va?
Merci, Blemzia. Donc, tenez bon. Je vous souhaite bon courage et beaucoup de réussite, Inch'Allah. D'accord? Et à très bientôt. Je vous remercie, moi aussi. Merci pour votre attention. C'était vraiment utile. Alhamdoulilah, ya Rab. Donc, à très bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Mounir, t'es encore là? Mounir, t'es là ou t'es sorti? T'es mal al Khadjo.